Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash avec 4 beaux clasheurs et 3 sujets. Premier clasheur, Cyril Benassar, Lotharic Dali, Laurent Isard et François Martin. 3 sujets. Alors, on va d'abord parler des midterms. Je vais y arriver. Deuxième sujet, on va parler de Kherson, de l'abandon de l'armée russe, de ce repli. Et troisième sujet, on va revenir sur l'affaire de l'Ocean Viking et des conséquences de l'afflux de migrants en Europe et en France, entre autres choses. Et puis on a, comme vous le savez à chaque fois, un très bon dessinateur, très bon caricaturiste, qui est Ignace, qui est là, et qui va nous faire des choses sanglantes, et parfois un petit peu troublantes pour l'ego. Mais voilà, c'est la vie. Et on se retrouve dans quelques secondes pour le premier sujet. À tout de suite. Alors le premier sujet, c'est la vague rouge, c'est la couleur des républicains aux États-Unis. Finalement, cette vague n'a été qu'une vaguelette et le soutien de Trump à certains candidats s'est révélé un handicap alors que tout le monde pensait que ce serait vraiment un atout. J'ai 2 questions, elles sont assez polarisantes. Est-ce que Biden n'est pas le loser que tout le monde attend? Et est-ce que Trump, finalement, est lui un loser? Et on va le voir dans quelques mois ou quelques années. Voilà, je cède la parole à Tariq Dali. Trump est un loser peut-être. Ce qui est clair, c'est que les républicains n'ont pas gagné. Ouais. D'abord, je voudrais revenir sur le ridicule qui ne tue pas. C'est-à-dire, ça fait 10 jours que les élections ont eu lieu aux États-Unis et il n'y a toujours pas les résultats définitifs. Ce qui est clair aussi, c'est que les républicains ont perdu un siège au Sénat, qu'ils vont peut-être se rattraper au second tour en Géorgie, puisque c'est un État où on vote à 2 tours. Et ils ont gagné royalement 5 ou 6 sièges à la Chambre des représentants, ce qui leur permettra d'avoir une majorité de 1 ou 2 voix. Donc, clairement, ce n'est pas bon pour les Républicains. Au Sénat, ils ont dans tous les cas pas la majorité. C'est terminé, puisque au Sénat, ils étaient à 50-50, et c'est la vice-présidente qui faisait la voix de majorité. Là, maintenant, elle n'a pas besoin. Elle a 50-49. Donc, peut-être que s'ils gagnent, les Républicains gagnent le siège encore à pourvoir en Géorgie, on reviendra au statu quo ante. Sinon, ils ont perdu un siège. Ouais. Bon. À la Chambre des représentants, ils vont peut-être avoir une majorité de 1 à 3 voix, ce qui est effectivement très peu, d'autant que régulièrement, les élections de mi-mandat se soldent par une défaite du camp au pouvoir. Et parfois des défaites très lourdes. On a vu ça avec Obama, avec Trump. Exactement. Alors maintenant, est-ce que c'est le crépuscule de Trump? Ce qui est clair aussi, c'est que Donald Trump misait sur des soutiens, ses soutiens les plus virulents, et eux n'ont pas gagné. Par exemple, ils n'ont pas gagné le siège de gouverneur de l'Arizona. Ils ont perdu le Nevada, ils ont perdu des sièges dans le Nevada. Donc c'est pas bon pour les républicains. Maintenant, on s'interroge, c'est-à-dire que je reviens un peu à ce que dit Trump depuis 2 ans. On dit qu'il est mauvais joueur, mais au soir des élections, on avait annoncé quand même une vague républicaine. Donc, que les sondages se soient trompés, c'est une chose, mais qu'ils se trompent, que les sondages sortis d'urne se trompent aussi, c'en est une autre. Donc, c'est assez curieux. Donc, c'est au fur et à mesure que les bulletins, il faut savoir qu'on vote, on peut voter par correspondance le jour même de l'élection. C'est-à-dire, puis l'autre mardi, on peut voter par correspondance. Donc, là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça, c'est une particularité du système américain. Alors, il y a quand même quelque chose dont on n'a pas parlé. On vote sans pièce d'identité aussi. On vote sans pièce d'identité, exactement. Il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que grosso modo, il y a 2 ans, il y a eu 150 millions de suffrages exprimés et en suffrages globaux au niveau des États-Unis, de la Fédération. Vous parlez des midterms il y a 4 ans? Non, de la présidentielle. Il y a eu 150 millions de votants, ce qui était énorme, une participation énorme pour les États-Unis. Et sur ces 150 millions de votants, je crois qu'il y avait 5 millions de voix en plus pour Biden, sur Trump. Et cette fois-ci, c'est le contraire. Il n'y a eu que 110 millions de votants, des suffrages exprimés. Et là, c'est les Républicains qui sont arrivés en tête. Donc on peut toujours dire que le découpage leur est défavorable, mais il était défavorable aux démocrates aussi en État. Bon, c'est pas le sujet. Maintenant, on peut remarquer toutes ces choses-là. Étant dites, on peut dire que les candidats les plus trumpistes, les plus virulents, n'ont pas gagné, au contraire. Alors, et puis, en revanche, il y a un vrai trumpiste qui est peut-être plus présentable, plus soft, moins grossier, qui s'appelle Ronald DeSantis, et qui, lui, gouverneur de Floride. Gouverneur de Floride, justement, a fait de la Floride
a sorti la Floride des swing states. C'est-à-dire que il faut se rappeler ce qui s'est passé avec Bush il y a 20 ans. C'était en Floride que ça s'est joué à 200 voix. C'est terminé. Maintenant, la Floride est clairement un État républicain et je pense que c'est pour plusieurs années. Donc ça, voilà le succès qu'on peut dire de Ron DeSantis. Je vais céder la parole à François Martin. Et François Martin, une des explications de cette défaite républicaine, c'est l'avortement, où finalement on attendait que les électeurs américains votent à cause de l'inflation ou contre la guerre, et finalement, ils, et particulièrement elles, se seraient mobilisés contre l'avortement. Franck, si je peux me permettre, François Martin, oui. Je pense qu'on a tendance à se faire avoir, là aussi, par le discours convenu. Oui. Parce que si on regarde dans les détails, évidemment, on s'est précipité pour faire de Ron DeSantis le futur adversaire de Trump. Le futur candidat aux primaires. Etc. C'est pour moi un discours tout à fait convenu. Si on regarde la réalité des choses, en fait, il faut bien voir ce que c'est que le Parti républicain. Dans le Parti républicain, il y a l'équivalent de Zemmour, Marine Le Pen et... comment elle s'appelle, et Valérie Pécresse. Ils sont dans le parti. Et ils se détestent. Ouais. Et les Trump est pour une position, moi je dis pas dure, je dis une position de vrai changement. Parce que son idée, c'est de dégommer l'État profond. Et autour, il y a des gens comme Matt Mitchell, comme des gens comme ça, qui veulent absolument le tuer. Et il leur a fait le coup en 2016, parce que le problème, c'est que à partir du moment où il est candidat, où il est virtuellement candidat, la base est à fond pour Trump. Il l'a déclaré. Il l'a dit. La base est à fond pour Trump. Ouais. Par contre, les caciques du parti lui savonnent la planche chaque fois qu'ils le peuvent. Vous pensez qu'on l'enterre trop vite, c'est ça? Mais évidemment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en l'occurrence? Il y a un certain nombre de républicains qui sont les patrons au Sénat des montants qui sont versés aux candidats pour les élections. Et ce sont les candidats anti-Trumpistes qui tiennent cette commission. Et ils ont fait verser pour les candidats de Trump déclarés pour Trump, puisqu'il y a des candidats traditionnels, et puis Trump en a poussé un certain nombre pour augmenter sa mainmise sur le parti. Ils leur ont fait verser 10 fois moins que les candidats démocrates qui étaient en face. Donc ils les ont envoyés au carton. C'est-à-dire qu'ils ont joué pour faire perdre Trump. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont qu'une seule peur, c'est que Trump soit candidat. C'est pour ça qu'il s'est précipité pour annoncer sa candidature. Et moi, ce que je dis, c'est que les républicains n'ont pas du tout perdu. Ils ont simplement gagné moins que ce qu'on disait. Ils ont fait de la gonflette, mais... Ils ont perdu un siège au Sénat et ils ont gagné royalement 5 sièges à la Chambre des représentants. Ils tiennent la Chambre des représentants. Et surtout, ce que je veux dire, et qui est important, ce que je veux dire, c'est que l'objectif principal, c'était que Trump soit en pole position pour les élections présidentielles suivantes. C'est ça l'objectif. Et ça, il est atteint. Parce que c'est pas Ron DeSantis. Ron DeSantis, j'étais cet été en Floride. C'est vrai qu'il a fait un très bon boulot. Il a fait un coup fantastique avec Disney, à qui il a fait payer $1 milliard parce qu'il faisait une campagne comment ça s'appelle, pro-LGBT. Il leur a supprimé leur privilège fiscal. Ça leur coûte $1 milliard. Donc, il est populaire, mais il a jamais été président de la République. C'est jamais que le gouverneur de Floride. Donc, moi, je pense que... Mais le fait qu'il ait sorti la Floride des swing states, c'est quand même un vrai succès. Et dire que les républicains ont gagné ces midterms, c'est quand même pas terrible. Ils ont perdu un siège au Sénat. Mais ils ont quand même gagné la Chambre des représentants qui ne maîtrisaient pas. Qu'on gagne de 2 sièges ou de 10 sièges... La parole circule. Cyril Benassar. Oui, moi j'entends vos explications sur la défaite relative de Trump ou la victoire relative des démocrates. Sans doute elles sont valables, surtout ça s'explique. N'empêche qu'il n'y a quand même pas eu la vague pro-Trump qu'on attendait, qui était décrite dans les sondages. Il n'y a pas eu tant que ça de nostalgiques de Trump qui voulaient le remettre en selle. Ni lui... Petit gain ne veut pas dire perte. Oui, sans doute. Ni lui, ni ses candidats. Et je trouve que la victoire de DeSantis est assez intéressante, parce que, évidemment, c'est un candidat républicain, et de ces candidats républicains qui s'opposent au woke.
Parce que je crois que c'est quand même un des enjeux de cette élection. À la fois, les démocrates qui ont été mis en avant étaient des démocrates qui prenaient leur distance avec le woke, les républicains, ceux qui s'y opposaient totalement. C'est-à-dire que la période, l'espèce de vague d'hystérie antiraciste de Black Lives Matter, où vous voyez des blancs se mettre à genoux devant des noirs pour dénoncer une soi-disant violence policière, ça, je crois que ça n'a pas plu du tout ni à l'Amérique républicaine, ni même à l'Amérique des démocrates populaires qui voient bien ce qui se passe et qui ne rentrent pas dans ces trucs-là. Je pense que c'est un désaveu de ce qu'on croyait inéluctable et quelque chose qui nous inquiétait beaucoup, qui était le woke. J'ai une deuxième anecdote. Il y a une université Evergreen qui a produit un documentaire très intéressant où on voit que ce sont des milices non genrées qui font la loi et qui sèment la terreur sur le campus. On s'est tous inquiétés de voir ça. N'empêche que l'année qui a suivi ce reportage, il y a eu 43% d'inscriptions en moins à l'université. Donc il y a quand même un bon sens qui s'impose. Et pour De Santis, moi, ça me rappelle un peu une analyse d'Alain de Benoît qui était assez intéressante le lendemain de la victoire de Sarkozy et donc de la défaite de Le Pen. Le Pen avait vraiment chuté. Et il avait prédit la fin du Front National. Pour lui, c'était terminé. Le Front National ne se relèverait pas de cette défaite. Et en fait, je crois qu'on s'est rendu compte que quand la plupart des Français ont vu l'imposture sarkozyste, la trahison face aux promesses qui ont été faites et qui avaient permis de faire main basse sur l'électorat du Front National, à nouveau, les Républicains se sont effondrés et ne cessent de chuter. C'est le Front National qui apparaît. On parle de diabolisation. Simplement, je les trouve plus. Avec Trump. Moi, je trouve que ça peut-être que ça nous dit quelque chose sur la limite des candidats populistes. C'est-à-dire qu'ils arrivent à créer beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de soutien, parce qu'ils mettent les pieds dans le plat de problèmes que les autres veulent soigneusement éviter. Trump, c'était sur l'immigration, il y a eu son Muslim ban, il y a eu le fait qu'il ouvrait les yeux sur les projections démographiques qui prévoyaient que, je crois que c'était à l'horizon 2050, mais je ne suis pas sûr, les Blancs seraient une ligne minoritaire aux États-Unis, et ça, c'est un bouleversement qui inquiète beaucoup de gens. Donc, ils sont très forts pour ça, mais ensuite, je trouve qu'il y a un manque de rigueur, de sérieux, d'honnêteté intellectuelle, d'attachement à la vérité, la simple vérité, c'est-à-dire ils continuent d'être en campagne il le disait lui-même, finalement, la vérité, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est d'avoir des soutiens. Il y a quand même eu de ça, alors, réel ou perçu, qui fait que les populistes, s'ils se tiennent à ça, s'ils ne deviennent pas rigoureux, plus sérieux, qu'ils n'inspirent pas plus confiance, ils ne reviennent pas. Ils font un tour de piste et puis ils sont balayés. Oui, c'est l'épreuve du pouvoir qui les brûle. Il faut quand même pas négliger la capacité... Le Trumpisme a apporté quelque chose d'essentiel, de très important, sur lequel on ne reviendra pas en arrière aux États-Unis, et les démocrates se rendent compte, ceux qui ont des chances d'être élus adopteront ces idées. Par contre, Trump et la forme Trump, je pense que ça, c'est condamné. Alors, il y en a un qui n'a pas parlé, c'est Laurent Isard. Et Laurent Isard, j'ai posé une question tout à l'heure à laquelle François Martin n'a pas réagi, c'est l'impact des lois anti-avortement au niveau fédéral par rapport aux votes locaux. Moi, je pense que cet impact a été très faible, en réalité. D'accord. Les résultats... on va dire, mitigés aux dernières élections, au mi-terme, à mon avis, ne sont pas le résultat de ce débat, de ce conflit. Il me semble qu'on est dans une logique qui est beaucoup plus vaste, et il me semble que là-dessus, Trump n'est pas fini. Il ne faut pas l'enterrer, parce qu'effectivement, il y a eu certains États qui ont souhaité mettre fin à cette loi qui autorisait sans contrainte l'avortement. Moi, j'ai tendance à penser, vous avez certainement écouté le discours de candidature hier de Trump à la présidentielle. C'est très intéressant parce que effectivement, il a un petit peu abandonné le America Great Again, Make America Great Again, pour finalement se centrer davantage sur les préoccupations des Américains, du peuple américain. Et il a parlé d'inflation, il a parlé de pouvoir d'achat, il a parlé d'immigration dans le sud des États-Unis, il a parlé du risque de guerre, de l'insécurité. En fait, tous les éléments qui intéressent véritablement les Américains. Et là, il n'est pas sur une posture populiste en réalité. Il est sur une posture qui intéresse une grande majorité des Américains. Alors, là-dessus, c'est vrai que l'avortement, c'est un élément parmi d'autres. Moi, ce que je pense, c'est que... Même si ce sont les hommes, je vous coupe pour une statistique, 57% des hommes blancs votent républicain. Ce sont les femmes qui se sont surmobilisées pendant cette élection,
Et a priori, leur seule raison de se surmobiliser, c'est pas l'inflation, c'est pas la guerre, c'est l'avortement. Et ce serait elle qui aurait fait basculer certaines majorités. Oui, mais ça ne change pas le fait que traditionnellement, les femmes votent plutôt démocrates et moins républicains. C'est vrai que là, ça a peut-être eu un petit impact, mais à mon avis, pas un impact majeur. Par contre, ce que je pense, c'est que ce qui peut à l'avenir bloquer Trump pour une éventuelle réélection, c'est peut-être aussi les casseroles juridiques qu'il traîne encore. Parce qu'il est impliqué, il y a des enquêtes judiciaires, notamment pour son rôle dans l'élection en Géorgie, et puis aussi pour le fait qu'il a refusé de rendre un certain nombre de documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. Donc là-dessus, ça peut entraîner quand même un souci, et qui s'ajoute, je dirais, à l'opposition qu'il rencontre chez les Républicains. Alors on a cité effectivement un adversaire potentiel pour les prochaines élections, mais il faut voir que parmi ses proches, il y a aussi un certain nombre de personnes qui l'ont critiqué ouvertement. Mike Pence, c'est un vice-président, et puis aussi Sarah Matthews, un certain nombre de personnes. Donc il a un vrai problème vis-à-vis du Parti républicain, et puis il risque d'avoir un problème judiciaire qui pourrait peut-être bloquer son éventuelle candidature. À propos de problème judiciaire, et je reprends ce qu'a dit François Martin tout à l'heure, c'est que les Républicains aient une voix d'avance à la Chambre des représentants ou 10, ça ne change rien. Et là, c'est important, c'est plutôt Biden qui peut avoir des ennuis, son fils. Là, effectivement, parce que là, c'est important, la Chambre des représentants peut mettre fin à la commission d'enquête sur le 6 janvier 2021. Le 6 janvier, c'est l'insurrection. C'est la petite, le petit bonhomme dont on pourrait parler, et qu'on a gonflé, qu'on a monté en épingle. En revanche, Hunter Biden et son ordinateur planqué, machin, etc., la corruption en Ukraine, ça peut beaucoup gêner Biden. Oui. Ok, François Martin, je vous ai vu réagir à certains projets de... Sur l'histoire du Capitole, on a énormément gonflé l'affaire du Capitole. Si vous regardez, le Capitole, il faut à peu près 45 minutes pour aller de là où Trump était au Capitole. Et en fait, le Capitole commence alors que Trump n'a pas encore fini son discours. Donc c'est pas le temps que les gens y sont allés 3/4 d'heure avant. Donc en fait, Trump ne peut pas avoir téléguidé les gens au Capitole, ça tient pas la route. Si on étudie vraiment l'affaire, ça tient pas la route. Et l'autre chose, ça concerne le rapport Biden. Ça, c'est énorme. Il y a un rapport de 650 pages qui s'appelle le rapport Marco Polo, dont on attend un résumé sur la France dont personne ne parle. Et il y a 450 crimes à l'intérieur contre le fils Biden, corruption, détournement de fonds, mineurs, prostitution, mineurs avec des mineurs se filmant dans ses ébats avec tous les détails qu'il envoie ensuite sur les sites porno, drogue, etc. Il y a tout ça dedans. Ça, les médias ont fait silence dessus avant l'élection présidentielle. Donc ça, si vous voulez, c'est le feu qui couvre sous la cendre, ça va forcément sortir. Et puis le dernier truc, c'est en ce qui concerne Trump, le fond de l'affaire, c'est que la base du parti est à fond pour Trump. Donc, pour moi, l'important, c'est que Trump ait réussi pendant 2 ans. Là où je dis qu'il a gagné, c'est que personne n'a réussi à le sortir jusqu'à présent. Donc il est là et il tient la pôle pour la course. Donc ils seront obligés de le suivre. S'il a la base du parti avec lui, ils seront obligés de le suivre comme ils l'ont contraint et forcé. Quoi. Ok. Cyril, je voudrais juste revenir en un mot sur le Capitole. C'est vrai que les médias étaient contre Trump. C'est vrai qu'on nous a vendu une espèce de tentative de putsch, alors que c'est des gens qui sont allés faire des selfies dans le bureau de Nancy Pelosi. Ça n'avait rien de... N'empêche que, quand même... Il y a des choses pas claires. Oui, non mais évidemment, il y a évidemment une manipulation derrière tout ça, mais quand même, il y a quand même le ressenti que Trump est assez mauvais joueur. Et en démocratie, ça ne pardonne pas. Mauvais joueur. Il y avait quand même tout un climat, des tas de déclarations avant sur l'idée que s'il perdait les élections, c'est qu'elles étaient truquées. Alors peut-être. N'empêche que, vous voyez, ce côté mauvais joueur, ça fait qu'il aura ses soutiens à fond derrière lui, peut-être prêt même à le suivre dans des actions illégales, peut-être, mais il aura quand même une masse d'Américains qui seront effrayés par ce discours, ces attitudes, cette façon de peut-être ne pas reconnaître sa défaite, et d'entraîner le pays dans des affrontements sans fin. Il y a quelque chose de cet ordre-là, moi je trouve... de ce qu'on appelle les deniers, c'est-à-dire ceux qui dénient qu'il y ait eu une victoire démocrate. Alors, le système électoral américain est tellement bizarre et tellement
tellement complexe qu'à chaque fois, ça jette le soupçon sur les résultats. Peut-être. Il y a peut-être. Oui, il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de votes de fraude avérée. Pas tous ensemble, oubliez jamais. Mais que les sondages se trompent, c'est une chose. Mais que les sondages sortis d'urne et même les estimations en sortie d'urne se trompent, c'en est quand même une autre. Là, ça, je veux bien le croire. Mais le fait pour un président sortant de dire que si le résultat ne lui convient pas, il ne le reconnaîtra pas. Même s'il y a des fraudes avérées, s'il y a une fraude, non, il a le droit de diligenter une enquête, mais pas d'appeler. On a diligenté les enquêtes. Aucun juge ne les a prises, mais elles existent. Il y a un rapport qui s'appelle le rapport Navarro, qui fait 36 pages, qui recense toutes les fraudes qui ont été faites. Ce rapport n'a même pas été diffusé en France. Moi, j'ai été le chercher. Navarro, l'ancien secrétaire d'État au commerce, a fait un rapport. Il y a tout dedans, dans le rapport Navarro. Toutes les fraudes y sont. Pourquoi on n'en parle pas? C'est pas Trump qui est fautif. Écoutez, on n'a pas les tags. Moi, je me souviens de la tentative de Giuliani pour faire reconnaître la victoire de Trump. Les juges n'ont pas retenu son dossier. Donc, alors, à moins que toute la justice soit c'est moi qui aurai le mot de la fin, et je suis certain que vous n'allez pas être tout à fait d'accord, mais c'est que les cours suprêmes, au niveau des États, n'ont retenu aucune fraude. Voilà. Et globalement, voilà, après, ça peut être mis en question, mais c'est le juge suprême, aussi bien au niveau fédéral, puisque l'organisation fait qu'il y a une Cour suprême au niveau fédéral, et qu'il y a des cours suprêmes par État, et que ces cours suprêmes vers lesquelles ceux qui disaient qu'il y avait eu fraude se sont tournés, elles ont toutes dit qu'il n'y avait pas eu de fraude. Voilà. Ça dit, ça peut durer très longtemps. En 1876, c'est le président Rutherford Hayes qui a été élu, et on l'appelait Rutherford. Donc si vous voulez, ça fait 150 ans que ça dure. C'est des vieilles histoires. Qui existe depuis 3 ans, n'a pas été diffusé au moment de la campagne, encore un élément. Pourquoi le Department of Justice l'a planqué, la CIA l'a planqué? Il faut quand même la vérité sur ce qui se passe. J'avais dit que je fermais le débat. Allez, c'est terminé. De toute manière, je sais, il faut être fort ici. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième débat, tout de suite. Bonjour, rebonjour. Deuxième sujet, Kherson et cette ville qui a été reprise par l'armée ukrainienne, qui se situe au sud-est de l'Ukraine, fait en fait que l'armée russe enchaîne les défaites et qu'un certain nombre de buts de guerre ne sont pas atteints par l'armée russe. Ma question, c'est finalement, est-ce que Poutine n'est pas du tout le stratège génial que certains décrivaient, mais plutôt quelqu'un qui a amené son pays dans une impasse? Et je cède la parole à Cyril Benassar. Oui, moi j'ai le sentiment que depuis le début de cette opération, Poutine est tout sauf un fin stratège. J'ai le sentiment qu'il perd sur tous les fronts. Il perd militairement partout où il va. L'armée russe se fait repousser, chasser, et puis il perd sur le plan de la politique internationale et de la façon dont cette opération de la façon dont l'Occident réagit à cette opération. J'ai le sentiment que Poutine pensait qu'il nous tenait par son gaz, qu'il avait l'habitude d'être brutal, menaçant, de procéder par intimidation, et qu'il avançait ses pions sans rencontrer de résistance jusque-là. Là, il a réussi à ressusciter l'OTAN, qui était, comme le disait Macron, en état de mort cérébrale. Là, il y a du nord au sud, on voit que de la Finlande jusqu'à la Géorgie, tout le monde veut maintenant et depuis un moment, adhérer à l'OTAN. Il a réveillé une méfiance ancestrale de tous les voisins de la Russie, qui, quand ils sentent que la Russie retrouve des velléités impériales, sont prêts à se jeter dans les bras d'un protecteur, n'importe lequel. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est l'OTAN et l'Amérique, mais à une autre époque, ça a été Hitler et le nazisme. C'est-à-dire que face à une Russie qui se réveille impériale, il a rencontré une résistance. Et je pense qu'il ne s'y attendait pas. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose. On n'imaginait pas que les Allemands puissent... en dépit de leurs intérêts directs, le gaz, avoir une politique qui oppose une résistance à Poutine. On pensait que tout le monde allait se coucher. Tout le monde ne se couche pas. Les gens résistent. Il a réveillé aussi un patriotisme ukrainien. On avait l'habitude de dire les Ukrainiens, ce sont des Russes, c'est le même peuple, ce sont des frères. En réalité, il y a quand même un sentiment national ukrainien qui est très fort, qui se révèle, des gens combatifs. Et puis, il y a tout l'Occident qui les arme derrière, parce que je pense que c'est une bonne chose aujourd'hui qu'on oppose une résistance à toute
à toute action géopolitique brutale. C'est-à-dire qu'on devrait faire ça avec Erdogan, avec l'Azerbaïdjan, ce qui se passe en Arménie. Certains disent avec que Poutine a mené la dernière guerre du XXe siècle. C'est-à-dire une guerre d'invasion au temps où tout ça ne peut plus fonctionner comme avant. Ça ne peut plus. On dit toujours c'est la dernière. La dernière guerre en 1914. Non, mais il faut espérer que ce sera sa dernière guerre et que les leçons seront tirées. Mais enfin, ça fait un moment qu'on pense qu'elles vont être tirées. Le fait d'envoyer ses chars face à un pays adversaire qui ne se soumet pas, j'espère que ça va créer un précédent et que cette fois-ci, les dictateurs comprendront. François Martin, je vous sais tout à fait opposé à ces thèses. Je suis absolument opposé à la thèse de mon collègue qui, je trouve, s'insère directement dans le verbatim américain qui consiste à dire que la guerre a commencé le 24 février, comme si c'était jamais rien passé avant. Or, on sait très bien que les Américains, en fait, ont cette vue sur l'Ukraine, en fait, depuis 45 et même avant, qu'ils ont récupéré les Bandera, les Gulen, etc., les nazis notoires pour essayer d'infiltrer l'Ukraine, qu'à partir de 2014, Victoria Nuland a dit elle-même qu'ils avaient dépensé 10 milliards de dollars pour faire sauter le gouvernement de Yanukovych et après 3 milliards et demi de dollars pour armer, etc. Ils les ont otanisés totalement. On sait l'histoire des laboratoires, etc. Donc, je veux dire, il y a quand même un historique qui consiste à pousser, de la part des Américains et de la part de l'OTAN, à pousser sans arrêt leurs pions vers l'Est. Et les Russes avaient dit depuis 2003 qu'il fallait une architecture de sécurité pour conserver leurs intérêts, et ça n'a jamais été fait. Donc, il y a une phrase de Monterland, je crois, de Monterland. Une phrase qui dit « Les responsables des guerres ne sont pas ceux qui les font, mais ceux qui les ont rendus inévitables. » Oui, mais je trouve que c'est tout à fait vrai. Les États-Unis ont poussé Poutine à la faute. Bien sûr. C'est évident. Alors ensuite, pour parler de Kherson, pour parler de Kherson et pour parler de la défaite, juste une minute sur Kherson. Kherson n'est pas stratégique. Le fleuve, à cet endroit-là, il fait 1 kilomètre de large. Personne ne peut traverser. Cette ville ne vaut rien. D'ailleurs, ils ont tout miné. Ils ont tout cassé, ils ont cassé l'électricité, l'eau. Quand il va faire -20, tout le monde va fuir. Donc c'est une ville morte. Et la meilleure preuve, c'est que Zelensky lui-même l'a dit, puisqu'il a dit, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on rentre dans la ville pour nous écraser sous les bombes. Donc c'est une ville qui ne leur sert à rien. Oui, par contre, le fait d'être de l'autre côté protège Poutine. C'est pas stratégique pour lui. Lui, il a 3 axes stratégiques. Il avait 3 objectifs stratégiques. Un, c'est Mariupol, parce que Mariupol, c'est la clé de la mer d'Azov. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est Slaviansk, c'est Kramatorsk, parce que Kramatorsk, c'est la clé du Donbass. Celui qui tient Kramatorsk, il tient tout le Donbass. Et la troisième, c'est Odessa. Et il ne s'arrêtera pas avant d'avoir Odessa, parce qu'il n'a jamais obtenu l'architecture des sécurités. Poutine est-il en mesure d'avancer, alors que pour le moment, il ne fait que reculer? Mais il ne fait pas que reculer, il recule dans les zones qui ne l'intéressent pas, et il avance dans les zones qui l'intéressent. Il vient de mobiliser 300 000 types qu'il est en train de former. C'est pour ça, en fait, pourquoi il a annoncé qu'il quittait la ville. Je pensais que c'est stratégique, en fait. Hein. Je crois que c'est ça qui est mais la retraite est parfaitement organisée, arrangée avec les... Et d'ailleurs, lorsqu'ils ont annoncé qu'il quittait la ville... Je crois que c'est ça qui est important, c'est que ils n'ont pas perdu un seul soldat dans la retraite de Kherson, pas un seul soldat. Donc où est la défaite? Défendre une ville, alors Tariq Dali et ensuite... Défendre une ville, alors que tous les ponts... On laisse Cyril. Quand vous dites des Ukrainiens, ils les ont complètement otanisés. Enfin, je veux bien croire que chaque... C'est vrai. Non, mais je veux bien croire qu'il y a un historique, qu'il y a eu la guerre froide, que les Américains ne reculent devant rien. Je veux dire, ils ont embauché les savants nazis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ils reculent devant rien pour attirer dans leur sphère d'influence ceux qui pourraient nuire à leurs ennemis. Ils ont armé les talibans. Enfin bon, on connaît toute cette histoire. Mais ça, je veux dire, ce sont les relations géopolitiques à peu près normales. Tout le monde fait ça. Maintenant, quand on dit ils les ont otanisés, il me semble que il y a quand même un truc qu'on oublie toujours dans ces débats, c'est quand même le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il n'y a pas de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Enfin, il n'y a pas de droit des peuples. Moi, je vois simplement que tous les pays frontaliers à la Russie leur tournent le dos et se tournent soit vers l'Europe, soit vers l'OTAN, parce que c'est un gage de sécurité et une certaine forme de liberté. C'est faux. Ils ne veulent pas... Ah bah, écoutez, je ne sais pas si c'est faux, mais j'ai le sentiment que c'est les voix qu'on entend depuis la Finlande jusqu'à la Géorgie. Et maintenant, juste la dernière chose, vous parlez de retraite stratégique. C'est intéressant de parler de la Finlande. Alors
depuis le début de ces opérations, toutes ces retraites seraient stratégiques. À chaque fois qu'il prend une branlée et puis qu'il quitte le terrain qu'il avait occupé, ce serait stratégique. Moi, je veux bien. S'il vous plaît. Je reprends un petit peu les rênes du débat. Il y en a deux qui ne sont pas intervenus. Tariq. Ce qu'on peut reprocher à Poutine, c'est d'être tombé dans le piège. Les Américains le harcèlent depuis notre ami François l'a dit depuis très longtemps, mais enfin depuis 2014 au moins. Obama a déstabilisé l'Ukraine volontairement, il s'est débarrassé des un grand dirigeant, c'est pas quelqu'un qui cède aux pressions. Je suis entièrement d'accord. C'est quelqu'un qui a une vision à très long terme. Je suis entièrement d'accord, sauf qu'il y avait quand même un accord, ce qu'on appelait les accords de Minsk. Oui. On a tout fait pour qu'on ne les respecte pas. Donc depuis 8 ans, on sanctionne la Russie au prétexte qu'elle considère que la Crimée est russe. Bon, ça, c'est la première chose. On bombarde le Donbass. Tous les jours. Donc, qu'on dise que Poutine a commis une erreur, c'est évident. Qu'il y a une agression, on n'agresse pas un pays comme ça. Mais après, l'OTAN, vous parliez de la Finlande tout à l'heure. Il ne faut pas oublier quand même que la Finlande ne veut entrer dans l'OTAN qu'aujourd'hui. Ça fait 75 ans qu'elle a une frontière commune avec l'Union soviétique à l'époque et qu'elle n'a jamais voulu entrer dans l'OTAN et que ça se passait très bien. C'est justement des pays qui ne voulaient pas y aller se retrouvent obligés à y aller d'une certaine manière. Ils sont déjà dans l'OTAN. Il y a une organisation qui s'appelle le PPP, le Partenariat pour la paix. Toutes les armées de la Finlande, de la Suède sont interopérabilisées avec l'OTAN. Elles sont virtuellement dans l'OTAN. Elles ne sont pas de jurés, mais elles sont de facto. Notre ami dit qu'il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est une chose. Mais la Finlande, malgré une frontière commune avec l'Union soviétique, et là vous parlez après la période post-soviétique, mais avant, malgré ça, elle n'a pas demandé à entrer dans l'OTAN. On ne l'a pas fait. Donc, il y avait que la Turquie qui était dans l'OTAN. C'était le seul pays. Voilà. Donc, si vous voulez. Récent, la Finlande demande à entrer dans l'OTAN et pas être rattaché à la Russie, ça veut dire quelque chose. Il faut reprendre l'histoire telle qu'elle est. Il faut remonter à 30 ans. C'est que après la chute du communisme, les Américains, les démocrates, ont voulu toujours considérer la Russie comme un ennemi. Ils confondent depuis 30 ans Russie et Union soviétique et c'est volontaire. Et on veut mettre la Russie à genoux. C'est ça le problème. Et donc, effectivement, Poutine n'a pas été patient, il a été mauvais stratège, il est tombé dans le piège. Je suis d'accord. Sur l'OTAN, ce qui est certain, c'est que l'OTAN sort renforcé quand même de cette aventure. Parce que de nouveaux pays vont intégrer l'OTAN, ça c'est acté. Parce que beaucoup de pays qui étaient dans l'OTAN rechignaient à consacrer les 2% de PIB qui sont demandés à chaque pays de l'OTAN pour la défense, pour les armées. Et là, beaucoup de pays maintenant souhaitent dépasser ces 2%. On n'a qu'à voir l'Allemagne, par exemple, qui va développer une véritable armée. Des centaines de milliards au budget allemand. Exactement. Donc on voit que... Et puis les pays qui ne sont pas officiellement dans l'OTAN, ils se sentent vulnérables aujourd'hui. Donc il y a une volonté d'intégrer l'OTAN. Voilà. Maintenant, sur Poutine, je pense qu'il faut vraiment distinguer l'aspect militaire et l'aspect politique. Sur l'aspect militaire, peut-être l'armée russe a connu quelques revers, et effectivement, c'est même pas certain. Voilà. Mais elle reste puissante. Et puis, on parle beaucoup de Kherson, mais il faut voir ce qui se passe, par exemple, dans l'Est, vers le Donbass, où là, on voit que l'armée russe est encore en position de force, largement, et l'armée ukrainienne est à la peine. Et il ne faut pas oublier qu'effectivement, l'armée russe peut encore mobiliser de très nombreuses ressources, alors que, notamment humaines, alors que l'Ukraine a utilisé tout son potentiel. Voilà. Donc, militairement parlant, la Russie reste quand même globalement en position de force. Par contre, je pense que politiquement, elle s'est beaucoup affaiblie, parce que, on l'a vu par exemple avec le rapport final du G20 aujourd'hui, les pays qui étaient un petit peu hésitants, comme l'Inde, etc., se sont rangés au communiqué final, qui condamne finalement l'aventure ukrainienne de la Russie. Et puis on voit bien que à l'extérieur, la Russie est de plus en plus isolée globalement. Et puis on voit qu'à l'intérieur, eh bien, on a une opposition qui s'est un peu cristallisée, alors qu'elle était très divisée. Et puis dans les régions de l'Est de la Russie, là où viennent la plupart des soldats qui vont se faire tuer en Ukraine, eh bien on voit que peu à peu il y a une opposition qui se lève. Il faut penser, les mères russes, les babas russes, elles sont en train de chasser les sergents-recruteurs des villages de Sibérie. Il se passe des choses là, et ça on en parle très peu malheureusement. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect, c'est que finalement
Poutine menant une guerre du XXe siècle se retrouve face à des gens qui sont au XXIe siècle. Les babas, elles ne veulent pas leurs enfants morts, qui en plus dont les corps ne reviennent pas. Donc finalement, dont les gens ne savent pas ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'il n'y a pas en fait là un choc d'époque, quoi? Laurent l'a dit, c'est-à-dire qu'il a peut-être politiquement, il est mal barré politiquement, c'est vrai, mais le problème aussi, le problème, c'est qu'il n'a pas déclaré une guerre pour écraser l'Ukraine. C'est ça le truc, c'est qu'il n'a pas mis les forces militaires. Mais maintenant, le risque aujourd'hui, c'était la conquête de Kiev pour un renversement de régime et la dénazification. Changement de régime, dénazification. C'est faux. Ça a été dit. C'est faux. Le but de guerre, c'était de consolider la Crimée et de laisser s'autodéterminer les régions russophones. Poutine a dit lui-même qu'il y avait des nazis qu'il fallait chasser du pouvoir. Parce que pour justifier, ça s'appelle la propagande. Ne sont pas au pouvoir. Voilà. Les nazis sont les supplétifs de pouvoir. Ce sont en fait les brigades territoriales. Comment? François, mais qui a dit que c'était faux? Il n'y avait pas de nazis. Mais bien sûr que si, enfin. Vous savez ce qui est Stéphane Bandera. Vous savez que il y a je ne sais pas combien de villes où il y a des boulevards Stéphane Bandera. Vous savez qui est Stéphane Bandera? Allez lire son histoire et vous verrez. C'est le héros national. J'ai pas terminé. Moi, ce qui est à craindre aujourd'hui, c'est que justement Poutine ne s'est pas donné les moyens d'écraser l'Ukraine, parce qu'il ne voulait pas l'écraser. Le risque aujourd'hui, c'est que effectivement, il peut noyer l'Ukraine sous un tapis de bombes pour dire maintenant j'en ai marre. Vous allez voir, c'est les civils qui vont payer. Alors je vais poser une autre question. Un pays comme l'Ukraine qui risque d'être détruit. On sait par exemple que 50% des installations électriques de Kiev sont détruites. Ça ne veut pas dire que les civils sont. Ça veut pas dire que les civils sont attaqués directement. Non, je vous rappelle que dans la première semaine, l'attaque américaine en Irak a fait 200 000 morts. La première semaine. Et le général qui est rentré dans la ville, la capitale, avec ses chars, a dit, ça a été repris, a dit, le hachoir à viande vient d'arriver. Le hachoir à viande. C'est pas du tout la stratégie américaine en Ukraine. Ma question, c'est. Attendez, Cyril. Je voudrais parler d'une chose. Vous êtes en train de nous dire qu'un des soucis de Poutine, c'est d'épargner les vies des civils ukrainiens? C'est évident. La meilleure preuve, c'est qu'il essaye, dans la partie où il bat, il essaye de les récupérer pour qu'ils fassent partie. Donc, il ne va pas taper sur ses propres populations. On a tous vu des images. Bien sûr, mais oui. La question, là, c'est moi, je me place dans l'après. On va dire que cette guerre, à un moment ou à un autre, elle va finir et il va falloir reconstruire l'Ukraine. Qui va payer? D'abord, qui va gagner? Nous. C'est ça la première question d'abord. Alors. Nous? Oui, on va payer. La communauté internationale va payer la reconstruction de l'Ukraine. Donc des centaines de milliards? Oui. Et vous ne pensez pas que c'est l'agresseur qui doit payer? Pas. Est-ce que là, il n'y a pas tous les avoirs russes à saisir? Versailles en disant l'Allemagne paiera. Donc ça, vous croyez pas? Non, ça, j'y crois pas du tout. Vous croyez pas qu'on va vers un traité de Versailles au détriment de la Russie? Jamais. De toute façon, Poutine n'arrêtera pas avant d'avoir pris Odessa. Ouais. Parce qu'il a besoin d'Odessa. Ça risque de durer longtemps, parce que Poutine ne peut pas arrêter aujourd'hui. Il y a une espèce de fuite en avant. S'il arrête, il est mort. Donc il faut qu'il atteigne quand même un certain nombre des objectifs qui étaient définis au départ. Ça peut durer très longtemps, il peut y avoir un enlisement. Le risque, c'est qu'il se donne, je le répète, c'est qu'il se donne les moyens de ratatiner complètement l'Ukraine, parce qu'il faut bien finir la guerre. Donc de détruire le pays, c'est ça le rouleau compresseur. Le risque, il ne va pas détruire le pays, mais il va continuer à casser les infrastructures d'électricité. C'est-à-dire, il va rendre le pays inopérant. Ce qu'ont fait les Américains dans tous les endroits où ils sont passés d'ailleurs. Voilà, on n'a rien dit. À l'époque, les Américains combattaient le nazisme. Et eux, ils ont tapé sur les populations civiles aussi. Vous évoquez des choses comme le bombardement de Dresde ou comme Hiroshima ou Nagasaki. Il s'agissait d'arrêter une guerre mondiale et d'arrêter le nazisme. Là, il y a des nazis en Ukraine, certes, mais c'est quelques milices et quelques mouvements très résiduels qui ne menacent pas la grande Russie. Je mets 72 jours la Serbie. 72 jours. Je mets un bémol sur Dresde. Justement, les Américains et les Anglais ont détruit Dresde, alors que justement, c'était pas une ville industrielle, c'était pas une ville où il y avait des infrastructures, alors que Poutine, lui, il veut détruire ce qui peut lui nuire. Là, Dresde est beaucoup plus grave. Allez, c'est le mot de la fin. On a fini nos 20 minutes ou presque sur ce sujet. On se retrouve dans quelques secondes pour le troisième et dernier sujet. À tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr.
troisième et dernier sujet. Je peux vous assurer que quand la caméra ne tourne pas, ça continue malgré tout. Les clasheurs sont très en forme. Alors, on parle là de l'Ocean Viking et de ce qui vient de se passer, donc de ces 287 migrants, 230 adultes, 57 enfants, qui ont été accueillis à Toulon. Ma question, c'est, ça s'arrête quand, cette histoire ? Quand est-ce que les bateaux arrêtent de traverser la Méditerranée ? Qu'est-ce que la France peut faire par rapport à des situations comme ça ? On voit des sujets très très vastes et puis les perspectives de changement climatique et démographique, on y reviendra, vont aussi nous préparer de belles choses. Je cède la parole à Laurent Izard pour ce sujet. Alors ça va durer combien de temps ? J'ai peur que ça dure longtemps. Oui. Je crois qu'il faut, pour comprendre les enjeux de cette affaire, il faut partir d'un triple constat. Premier constat, il existe un droit international maritime et qui est pas récent. Il y a eu de multiples conventions depuis la Convention de Bruxelles de 1910 qui oblige effectivement à secourir les naufragés en mer et à les raccompagner dans un lieu sûr. Bon, maintenant, ce droit maritime international est complètement dévoyé. Il a été conçu, construit pour recueillir des naufragés, pas pour organiser une immigration massive et pour sauver des personnes qui se mettent volontairement en danger pour certains d'entre eux. Bon. Deuxième constat, il existe aussi un droit européen qui impose aux États d'accueillir les migrants et de les répartir selon des règles un peu compliquées, dans lesquelles on ne va pas rentrer. Ce droit européen, il est de plus en plus en décalage avec la volonté des États et la volonté des populations autochtones. Et donc, il n'est pas appliqué. En réalité, il est de plus en plus difficilement. Et puis, le troisième constat, c'est que aujourd'hui, chaque année, on a quand même 3000 personnes qui meurent en mer Méditerranée. On a peut-être autant, mais on ne le sait pas, qui meurent dans le Sahel en essayant d'atteindre les ports de Méditerranée, peut-être, oui. Et puis, je ne parle même pas de ceux qui empruntent la route de l'Est. Donc, un épisode comme Ocean Viking, il faut voir comment il est reçu dans les pays d'Afrique et chez les candidats futurs à la migration. Ils ne vont pas s'intéresser aux difficultés qu'a eu le bateau pour accoster, pour demander l'accueil dans un port en Tunisie ou à Malte. Ils vont s'intéresser aux résultats. Et le résultat, c'est que les candidats à la migration qui étaient sur le bateau, ils sont arrivés en Union européenne. Et vraisemblablement, ils n'en repartiront pas, malgré ce que dit M. Darmanin. Ouais. Voilà. C'est ça le message qui est passé et qui risque d'entraîner d'autres mouvements de migration. Donc on voit, là, le drame, c'est qu'il y a eu un recul de Macron là-dessus, très clairement. Il avait refusé d'accueillir... l'Aquarius, il y a 4 ans. Voilà, exactement. Il avait refusé d'accueillir l'Aquarius. Et là, il a accepté d'accueillir ce bateau. Clairement, c'est un recul et qui risque de donner des vérités de départ à beaucoup de personnes. Cyril Benassar. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'ils ne repartiront pas. Ils le savent et que toutes les difficultés, tous les risques, ils sont prêts à les prendre parce qu'ils savent qu'à partir du moment où ils ont posé le pied sur le sol européen, c'est fini, ils ne repartiront plus. Et je pense que c'est la grande perversité de ce système d'accueil. Ça va être le dossier du prochain numéro de Causeur qui parle d'un humanitarisme inhumain, c'est-à-dire qu'en réalité, sous couvert d'humanité et d'humanitarisme, on dit à des gens, vous n'avez pas le droit de venir chez nous. Ne venez pas. Mais si vous venez et si vous arrivez à poser le pied sur le sol, vous serez hébergé, vous serez nourri, vous serez logé, vous serez soigné, vos enfants seront scolarisés. Enfin, de toute façon, vous ne repartirez pas. Il y aura des multiples recours qui empêcheront que ça se fasse et vous resterez ici. Et c'est cette politique d'accueil qui devient criminelle. C'est proprement criminel. Et ce constat fait, Cyril, qu'est-ce qu'on a comme proposition ? Est-ce que c'est inévitable ? Oui. Ou est-ce que c'est évitable et de quelle manière ? C'est inévitable et l'exemple australien nous le montre. C'est que les Australiens ont eu affaire à une vague de boat people il y a quelques années. Et puis ils ont dit clairement, ne venez pas, vous n'aurez droit à rien. Rien. Et quand les bateaux arrivent, ils les détournent, ils les emmènent sur une petite île près de Bornéo dans lesquelles les cas sont traités, un centre de rétention, enfin je ne sais pas exactement comment ils appellent ça. Et du coup, ça a tari la soif d'Australie de tas d'Indonésiens, de tas de gens qui voulaient fuir leur misère et qui pensaient qu'un pays occidentalisé, civilisé, riche, leur offrirait un accueil. Voilà. Il a raison, c'est inévitable. Il suffit simplement de dire qu'ils n'auront droit à rien et ils ne viendront plus. C'est inévitable pour la simple raison que c'est une volonté politique de l'Union européenne qui veut accueillir ces gens. Vous parlez de Macron qui a dit l'Aquarius, j'en veux pas.
Et maintenant, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Entre-temps, vous avez vu Darmanin qui a dit, je vais régulariser des mecs parce que j'ai besoin de main-d'œuvre. Voilà. Entre-temps, ils ont séquestré tout le monde, ils ont tué la société avec le virus chinois, les gens veulent plus bosser, donc on va les faire venir. C'est la volonté délibérée. Ils sont même pas complices, c'est une volonté. Donc on sait très bien que ces ONG sont des ONG d'ultra-gauche, financées, d'ailleurs, elles sont financées par toutes les municipalités d'extrême gauche, à commencer par Paris. Donc de toute façon, Darmanin, il peut dire ce qu'il veut, il le dit, je vais régulariser les mecs. Donc ils sont même pas... Parce qu'il y a un besoin, parce qu'il y a un besoin sur le marché du travail. Mais voilà, mais de toute façon, ces ONG, les ONG, comme vous dites, elles vont chercher... C'est pas... Il l'a dit tout à l'heure, notre ami Laurent a dit que c'était le droit maritime demande qu'on secours les naufragés. Ouais. C'est pas des naufragés, c'est des mecs qu'on va chercher volontairement. D'ailleurs, il y a un port à côté, c'est celui de on va les chercher. Mais oui. Si j'entends bien, ça veut dire qu'à la limite, il faut les laisser couler en disant bah vous y êtes mis, nagez. Mais tant que vous aurez des Macron et des von der Leyen au pouvoir en Europe, on les laissera pas couler, ils viendront volontairement. On les laissera pas couler parce qu'ils viendront pas, c'est tout. Si on se débarrasse de Macron et de von der Leyen, ils viendront plus. Je m'adresse à vous quatre. Mais ça, c'est très simple. Et à vous qui nous regardez, il y a un exemple assez intéressant qui est en train d'apparaître, c'est le Danemark. Le Danemark, pays social-démocrate, un des emblèmes de la social-démocratie, de l'inclusion, a durci énormément ces mesures d'accueil. Oui. Et maintenant, en gros, disent que vous dites, Cyril, voilà. On vous accueille plus, vous n'aurez pas de bénéfices à venir chez nous, allez ailleurs. C'est pas aux prétendus ONG qu'il faut s'en prendre, c'est au gouvernement qui, de volonté délibérée, les font venir. François Martin. C'est encore pire que ce que vous dites. Moi, j'ai passé 40 ans de faire du commerce international, et en particulier en Afrique. Le Nigeria est le pays du monde que je connais le mieux, donc je connais bien. En fait, ce système, on rend les choses jolies à l'arrivée parce qu'on ne traite pas les causes. Si la réponse à votre question, c'est que si on veut traiter, il faut traiter le cancer, il faut traiter les causes. Ce système est un gigantesque système mafieux. Ça coûte 2 à 3 000 euros. Aucune famille ne peut payer 2 à 3 000 euros pour envoyer un type. Ce sont des groupes entiers avec des financeurs qui payent les types et on vend les types. Ils disent pas, ben moi je vais aller vers les lumières de la ville. On dit, toi tu pars, tu traverses et tu nous envoies des mandats. Okay. Ils partent parce qu'ils sont vendus. En fait, c'est eux qui payent, mais ils sont vendus au système. D'après les amis policiers que j'ai, il en meurt à peu près la moitié dans le désert. Alors on dit, ah mais regardez, il y en a 50 qui se sont noyés, etc. Il y en a des dizaines de milliers qui meurent. Il y a des fermes en Libye, des fermes, on a des reportages avec des fermes d'organes. On les enferme, on les découpe et on vend le foie, les reins, etc. etc. C'est ça le système. C'est ça la vérité du système. Et quand ils arrivent, ils sont récupérés par les mafias dans leur propre communauté, comme les Mourides par exemple au Sénégal, où on les envoie. Vous savez comment ça se passe ? 1 minute. On leur dit voilà, t'as le stock, on te donne d'avance un stock de petites tours Eiffel que tu vas vendre. Et à la fin du mois, il faut que tu viennes, que tu payes les tours Eiffel que tu as achetées, et qu'avec ça, t'es bouffé, t'es dormi et que t'es envoyé le mandat. Si tu payes pas, on te vire de la communauté, t'es tout seul, tu finis dans la truc du crack. C'est ça la réalité du trafic. C'est une horreur absolue. Alors, on le rend rose, on le rend joli, on dit il faut aider, mais il faut traiter les causes. Et qui touche ? Comment on les traite ? Tout le monde touche là-bas. Enfin, les présidents, tous les gouvernements, les sommes sont gigantesques. Donc tout le monde touche. Il faut aller voir tous ces hommes, ces chefs d'État, etc. Leur dire c'est fini. C'est fini. Je vais faire avancer le débat. On paye plus. Je vais faire avancer le débat. On a vu symboliquement que cette semaine, on a franchi les 8 milliards d'habitants sur la Terre. Toutes les tendances annoncent qu'on va être à 10 milliards aux alentours de 2050. Pas forcément, il n'empêche que c'est plutôt ça la tendance. Vous parlez du Nigeria, Lagos sera bientôt une ville de plus de 50 millions d'habitants. Ces pays seront des 300-400 millions d'habitants. Mais le problème, vous venez de mettre, sans le vouloir peut-être, le doigt sur la réalité. Le scandale de l'Afrique, c'est pas la surpopulation, le scandale, c'est l'exode rural. Parce que vous avez des parties, moi je connais bien, vous avez des campagnes autour de Lagos où il n'y a personne, les gens sont en ville. Il y a 50% de population urbanisée dans un continent qui est essentiellement
agricole. C'est ça le scandale. Et pourquoi on laisse volontairement, comme l'a fait la Turquie, comme le font beaucoup de pays, on laisse les paysans ruinés. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent en ville et qu'ils sont le lumpenprolétariat des villes, on en fait ce qu'on en veut. Les mafias les recrutent, les usines les recrutent. C'est ça la réalité du développement aujourd'hui. Donc c'est pas un problème de surpopulation, c'est un problème de mauvaise gestion de la... L'Europe peut-elle se protéger contre ces centaines de millions d'habitants qui sont à net et qui risquent en plus de vouloir bouger à cause du changement climatique? Il faut faire du Danemark, il faut faire d'Australie, l'a dit tout à l'heure. J'entends tous vos arguments sur la réalité africaine, les causes des départs, mais j'ai peur que ce soit un peu hors de portée de la France et même de l'Europe. C'est-à-dire que depuis un moment, on se dit qu'il faut s'attaquer aux causes, on parle de développement de l'Afrique, on parle de combattre les mafias, les passeurs, tout ce qu'on veut. Non, mais dire non, hein. Oui, il faut aller voir le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, en disant si on reçoit vos mecs, on ferme les robinets, on paye plus rien. Voilà, c'est tout. Faut déjà sans doute, mais c'est drôle parce que cette solution, elle semble assez évidente. On voit bien que, par exemple, les OQTF sont pas respectés parce que les pays ne les acceptent pas. Du système. Mais il y a une partie de notre volonté d'aider l'Afrique dont ils ne veulent pas. Je veux dire, les militaires au Sahel, on s'est fait jeter. Oui, parce que une autre raison n'empêche qu'on était parti les aider à combattre l'islamisme qui menaçait les populations, et puis on s'est fait jeter. Donc j'ai l'impression que toute forme d'intervention pour essayer de régler leurs problèmes sera vécue comme une forme de néocolonialisme. Et je crois qu'il faut commencer par fermer sa porte, et puis avant d'essayer de régler les problèmes à l'extérieur de plus en plus. Le fond du problème, c'est ce que vous avez dit, François. Nous sommes complices de ce système mafieux. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est ça la réponse. Alors, Laurent Isard et Tariq Derri. Laurent et Tariq, il faut fermer la porte, ne serait-ce que pour des raisons démocratiques, parce qu'il y a quand même la moitié des pays européens qui, comme le Danemark, souhaitent la fermer. Maintenant, comment faire techniquement? On a vu que dès qu'on mettait le pied en Union européenne, on n'en repartait plus. Alors, il y a une proposition qui a été faite, qui est compliquée, mais bon, qui est peut-être pas infaisable, c'est de créer des hotspots sur les lieux de départ pour que le tri entre les vrais réfugiés qui ont le droit de venir chez nous et que nous devons accueillir soit distingué des migrants économiques qui aujourd'hui ne sont pas les bienvenus pour certains d'entre eux. Voilà. Alors créer des hotspots, il faut l'accord évidemment des pays de départ, et c'est là où il peut y avoir une négociation diplomatique avec la Tunisie par exemple, avec l'Égypte et d'autres pays. Ça serait quand même beaucoup plus intéressant que de faire ce qui s'est passé avec Ocean Viking, où on traite au cas par cas, dans des circonstances un peu floues, les arrivées successives de bateaux. C'est très intéressant, mais là, vous partez du principe qu'ils veulent régler le problème. Ils ne veulent pas le régler. C'est que l'Union européenne veut faire venir ces gens-là. Donc, de toute façon, vous pouvez tout dire. Votre idée est la bonne, c'est ça qu'il faut faire. Mais le Danemark ne veut pas, l'Australie ne veut pas, il n'y a pas de problème. C'est que l'Union européenne veut les faire venir. C'est ça. Est-ce que l'Italie ne veut pas, la Suède ne veut pas? Au bout d'un moment, il va y avoir quand même une conséquences politiques. Et c'est là où non, mais voilà, mais qu'est-ce qu'on fait? L'Italie ne veut pas, mais qu'est-ce qu'on fait? Madame Colonna dit attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, c'est ça aussi. Donc, ce sera François qui conclura. Oui, je trouve ça assez cocasse dans cette affaire qu'on nous répète depuis toujours qu'on aura beau élever des murs, on aura beau leur interdire, ils passeront toujours. Et puis Darmanin, parce que l'Italie ne respecte pas ses engagements européens et ne veut pas prendre l'Océan Viking, lui dit vos 3500 réfugiés qui devaient venir en France, c'est fini, ils viendront plus. Et puis on renforce les contrôles aux frontières. Donc comme quoi, quand on veut, on peut. Et non seulement on veut pour punir un pays européen qui se défend et pas pour empêcher les passeurs de nous envoyer des réfugiés en permanence. Merci. François Martin, c'est le mot de la fin. C'est quand même qu'on n'arrive pas à obtenir les autorisations consulaires pour envoyer chez eux des gens dont on connaît l'identité. Alors, je finis juste. Ça, c'est le scandale. Donc, ne me dites pas que si l'Europe, globalement, décidait de dire à l'ensemble de ces pays, si vous ne donnez pas les autorisations consulaires de renvoi, on ferme les robinets de tout ce qu'on vous donne, ça serait réglé en un mois. Mais bien sûr, ça serait fini tout de suite. C'est très intéressant, mais vous avez terminé. Effectivement. Mais les autorisations... Est-ce que vous avez déjà vu un pays qui peut refuser d'accueillir son propre ressortissant? Donc je suis désolé. C'est parce que lorsqu'une OQTF est prononcée, pourquoi ça reste du domaine de la justice? Ça devrait définitivement être du domaine administratif. C'est une OQTF. Tu prends l'avion, tu vas dans ton pays et tu te démerdes. Et tu seras accueilli par ton pays parce qu'ils ne peuvent pas te refouler. C'est ça qu'il faudrait. C'est comme le permis à points. Vous savez, lorsque vous êtes condamné définitivement pour excès de vitesse, vous n'allez pas discuter le point qu'on vous enlève. C'est administratif, c'est terminé. Ben là, c'est pareil. Allez, c'est la fin. On se retrouve, c'est toute la différence entre les Européens et les autres. Allez, on se retrouve dans 2 semaines pour de nouveaux sujets.
Mais avant que ce soit complètement terminé, je vais accueillir dans quelques secondes les dessins faits par Ignace. À tout de suite pour ces dessins. Très bon cru d'Ignace. Alors, Cyril Benassar, qui a une très jolie tête, je vais vous donner votre caricature. Au midterms, le mouvement woke s'est auto-cancelisé. Excellent, mais vous devez le voir s'afficher. François Martin, yes. N'envoyez pas les migrants dans nos campagnes, renvoyez-les dans leur campagne. Oui, chacun sa campagne. Alors, Joe Biden. Je vais vous dire, si je devais décerner un prix de la plus drôle, je trouve que c'est celle-ci. Joe Biden a encore de l'avenir et c'est pas Kamala Harris qui parle. Tant qu'il saura lire nos prompteurs et répéter ce qu'on lui souffle dans l'oreillette, là, pour moi, c'est le grand prix. Allez, Ocean Viking, quelles sont ces ONG qui sauvent des migrants? Et on voit deux types. C'est quoi? Ocean Viking, c'est le capitaine? On va dire, ouais. Et à côté, un mafieux avec plein de dollars. Et ouais. Missile tombé en Pologne. Oui, il est gentil, Joe Biden, par rapport à Zelensky. Bon, si c'est une boulette de ton armée, c'est pas trop grave. Allez, très bien. Et puis, je finis. Tout seigneur, tout honneur, c'est moi qui clôt le truc. Franck Tanguy, pourvu que ces débats sur les conflits russo-ukrainiens n'attirent pas des lâchers accidentels de missiles sur nos studios, que Dieu vous entende. Effectivement, on a d'autres préoccupations. Allez, Ignace, merveilleux talent. Messieurs, merci pour votre participation. On se retrouve dans 15 jours, donc allez, à bientôt. Merci beaucoup. Allez, au revoir.